Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Psy. Je vais aujourd'hui vous parler de la dépression. Ce mal qui est un mal bien ancré dans notre société actuelle est aujourd'hui heureusement bien connu dans ses modes de fonctionnement, dans ses mécanismes et aussi dans ses modalités de résolution. Donc je ne vais pas être extrêmement long ni m'embarquer dans des terminologies un peu complexes. Je vais plutôt, comme le veut l'objectif de la chaîne, m'axer sur une présentation très concrète, vous expliquer la manière dont on peut essayer d'enrayer un processus de dépression lorsqu'il s'enclenche, que ce soit chez soi-même ou chez une personne de son entourage. Comment se construit la dépression? Les mécanismes qui conduisent aujourd'hui à l'élaboration, la fabrication, la genèse d'une dépression sont tout à fait connus. Nous allons les détailler sans entrer dans trop de détails, mais c'est intéressant de savoir que ce mal qu'on nomme la dépression, la dépréciation de soi parfois, est quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait bien identifié. On en connaît, comme je le disais, plutôt les rouages. Alors, comment se construit la dépression? Tout d'abord, il faut la présence d'attentes élevées. On a souvent coutume de dire on est déçu de soi, déçu de quelqu'un, déçu en général du monde dans lequel on vit. Le dépressif est quelqu'un qui est assez sensible à cette déception, qui donc en amont d'une déception a des attentes qui sont élevées, avec effectivement une désillusion. Hormis la présence d'attentes élevées, il faut évidemment qu'une déception soit envisagée au terme de ces attentes élevées. Ces attentes peuvent concerner soi-même, on peut avoir des attentes par rapport à soi, par rapport à une compétence sportive, par rapport à un objectif professionnel, par rapport à une réalisation artistique ou plein d'autres choses, par rapport à des objectifs que l'on vise. Donc on peut être tout à fait déçu de soi-même. Les attentes peuvent aussi concerner un individu, des attentes par ailleurs légitimes, les attentes que l'on porte sur un enfant, sur un collègue, sur un chef, des attentes concernant un conjoint, un ami. Donc les attentes peuvent évidemment être portées sur une personne de notre entourage. Les attentes peuvent enfin être beaucoup plus globales, des attentes par rapport à la manière dont le monde fonctionne, par rapport à des attentes par rapport à la manière dont le monde devrait en tout cas fonctionner. Et ces attentes sont évidemment peu souvent rencontrées dans le monde actuel dans lequel on vit, évidemment. En rapport avec ces trois types d'attentes, eh bien, il y aura effectivement trois types de déception. Déception de soi, on n'a pas atteint l'objectif que l'on visait. Déception de quelqu'un qui est important, donc il faut qu'il y ait une charge émotionnelle, une charge relationnelle importante. Donc déception de quelqu'un qui est important, qui est une personne qui compte pour nous. Déception du monde dans lequel on vit. Sans ces déceptions, pas de dépression. Doit-on envisager qu'une attente élevée, déçue, est suffisante pour conduire à une dépression? Heureusement non. Heureusement non. L'être humain est quand même câblé au niveau neuronal, au niveau cérébral et dispose de pas mal de ressources. Alors que nécessite, si on peut dire les choses comme ça, quels sont les prérequis, quels sont les ingrédients, pourrait-on dire, qui constituent une dépression? On a évoqué les attentes, on a évoqué une déception. Eh bien, il s'agira surtout de renoncer. Ça veut dire que si on a des attentes déçues, mais que l'on continue à se battre, que l'homme blessé se relève et continue son chemin, le chemin de la vie, alors il sera logiquement prémuni de la dépression. Vous me direz évidemment, ça paraît simple en théorie, dans la pratique, se relever de déceptions répétées, répétitives, c'est difficile et il y a un moment où on n'y arrive plus. Et c'est là que la petite déprime va un moment céder la place à une dépression qui va s'enraciner. On avait coutume avant de parler de dépression endogène et exogène, c'est-à-dire faire la distinction entre les dépressions qui sont quelque part endogènes, inhérentes à l'individu, et exogènes qui sont plutôt créées par des circonstances de la vie. Notre manière de travailler nous amène à être très prudents par rapport à cette distinction. Bien sûr qu'il y a des différences individuelles, qu'il y a des fragilités sans doute chez certains d'entre nous, mais souvent une dépression peut être, quand bien même il y a une fragilité qui est intrinsèque, peut être heureusement dépassée.
Le fait de renoncer est quelque chose évidemment qui va favoriser l'émergence, comme je l'évoquais, de la dépression. Je voulais juste préciser qu'il y a différents niveaux évidemment dans ce renoncement. On peut renoncer à des degrés divers. Le renoncement poussé à son extrême conduit souvent à des démissions, des hospitalisations, une délégation complète de toutes les tâches du quotidien à l'entourage, qui est souvent impuissant et se révèle désarmé pour accompagner la personne déprimée avec laquelle elle vit ou qu'elle côtoie. Quelle est notre manière de travailler avec un patient dépressif? Et quelles sont les pistes aussi que l'on peut vous proposer? Comme je l'évoquais, cette chaîne vous donnera aussi des outils très concrets. La première question que l'on va se poser, c'est comment la personne se comporte aujourd'hui, maintenant, plutôt que quelle est son histoire. Bien sûr qu'on ne fera pas fi de comment la personne a pu se construire, des expériences de vie qu'elle a pu endurer parfois, et douloureuses pour certaines sans doute, mais on va surtout se focaliser sur sa manière de réagir aujourd'hui dans son quotidien, sur la manière dont son entourage aussi réagit. On verra que l'entourage est déterminant dans la manière d'aider un patient à surmonter sa dépression. Un autre point sera une approche, comme évoqué dans la vidéo d'introduction à laquelle je vous renvoie, centrée sur le présent. On va à nouveau, je le répète, ne pas faire l'historique de la personne, sinon la thérapie ne peut certainement pas être brève. On va surtout s'intéresser à comment la personne interagit, ce qu'elle a tendance à faire ou surtout ne plus faire au quotidien, essayer de la remettre en mouvement. On a coutume de dire que c'est un peu comme si le moteur de la vie était grippé chez la personne, et on va essayer de faire en sorte que ce moteur redémarre progressivement, graduellement et sans trop d'à-coups. Notre approche nous amène à constater qu'un problème est quelque chose qui est probablement la conséquence de stratégies qui sont mises en œuvre, qui sont répétées de manière régulière et qui sont dysfonctionnelles. Par exemple, le dépressif, on y viendra après, a tendance à se forcer, à s'exhorter à, se pousser à, quand il ne se fait pas pousser dans le dos évidemment par son entourage. On sait que cette tendance à vouloir se faire violence ne fonctionne pas lorsque l'on est confronté à quelqu'un de déprimé. Voilà, venons-en à un point important, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tentatives de solution, c'est ce que la personne essaye de faire pour s'en sortir. Évidemment, la thérapie doit être le dernier recours. On doit essayer, dans la mesure du possible, de s'en sortir soi-même ou avec un entourage de qualité. Force est de constater que dans le cas de la dépression, c'est rarement simple. Alors, quelles sont les attitudes auxquelles la personne recourt pour essayer de se sortir de son problème de dépression? Bien, elle se force, comme on l'a dit, elle se force, elle essaie de s'exhorter, comme on dit parfois, à faire les choses. Elle a aussi tendance à se plaindre beaucoup, parler de son problème en cherchant un soutien dans l'entourage, ce qui est rarement une bonne idée parce que l'entourage est peut-être empathique, peut-être compréhensif, mais souvent désarmé, et a tendance à proposer des conseils que la personne ne pourra pas suivre. Comme évoqué plus tôt, elle renonce, elle baisse les armes, elle jette l'éponge, elle s'isole aussi. Cet isolement n'est pas du tout, évidemment, quelque chose qui va aider la personne à s'en sortir, que du contraire. Elle délègue beaucoup, elle demande l'aide, elle demande qu'on fasse à sa place. Toutes les petites choses deviennent insurmontables, et cette délégation, évidemment, qui est un apaisement à court terme, qui soulage la personne dans un premier temps, ne fait que lui confirmer son incompétence. Donc cette délégation est évidemment quelque chose qui est aggravant dans le cas de la dépression. Elle combat par la pensée, elle se dit qu'elle devrait, elle revisite un peu les choses qu'elle a mal faites ou qu'elle n'a pas bien faites. Donc la personne est terriblement critique par rapport à elle-même et très en colère quand elle n'a pas complètement renoncé. Mais dans un premier temps, la personne continue à se battre dans sa tête et essaye de s'en sortir, mais sans y parvenir. Enfin, ce qui caractérise évidemment la personne déprimée, c'est un pessimisme énorme par rapport à l'avenir, par rapport au futur. Une phrase que j'aime beaucoup qui consiste à dire que le patient déprimé, la personne déprimée si vous préférez, a tendance à imaginer le futur avec les yeux du présent. Et comme son présent est plutôt sombre, malheureux, eh bien le futur est envisagé aussi d'une manière très très sombre. Et ne peut donc, ce patient, cette personne déprimée, elle ne peut se projeter d'une façon optimiste dans le futur. Elle est tout à fait déprimée. D'où l'importance de ne pas être optimiste avec quelqu'un de déprimé, parce que
c'est tout à fait inconcevable pour la personne. Un autre point important que je vais maintenant aborder, ce sont les attitudes inadaptées de l'entourage. Dans notre manière de travailler, et si effectivement on peut donner quelques pistes à des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, on doit tenir compte de la manière dont l'entourage réagit. L'entourage qui, bien évidemment, est souvent bienveillant, est totalement désarmé face aux patients, à la personne déprimée, est souvent maladroit. On connaît ce proverbe, l'enfer est pavé de très bonnes intentions. Alors quelles sont les mauvaises stratégies mises en place par l'entourage? Eh bien, on va les passer en revue maintenant. Tout d'abord, l'entourage va essayer de contrer les plaintes, en essayant de faire comprendre à la personne qu'elle n'a pas de raison de se plaindre, que les choses dont elle se plaint sont légères ou sont passagères, et qu'il faudra passer outre ces difficultés. C'est juste un peu une question de volonté, entend-on parfois. Évidemment, cette phrase, cette rhétorique, ce discours ne va faire qu'aggraver l'état de la personne qui, oui, est tout à fait incapable de percevoir les choses de cette façon plus optimiste. La deuxième attitude va être de réconforter, de consoler, de rassurer. Évidemment, c'est extrêmement bienveillant, mais c'est insuffisant. On ne peut pas forcément dire que cette attitude soit systématiquement dommageable, mais lorsqu'elle est répétée, récurrente, le patient déprimé qui se fait tout le temps rassurer, réconforter, a l'impression simplement qu'on ne comprend pas l'ampleur de son désarroi, de sa souffrance. Donc l'attitude peut être un peu moins inadéquate, peut-être qu'elle ne suffit évidemment pas, c'est de dire qu'on comprend effectivement le désarroi, qu'on ne peut pas être malheureusement aussi aidant qu'on le voudrait, mais qu'on comprend, plutôt que de dire que l'attitude du patient est inadaptée, inadéquate. Que s'entendre dire quand on n'est pas bien, que bah oui, on n'est pas bien, et que peut-être on a des raisons de ne pas aller bien, que malheureusement on est juste là pour être à l'écoute, mais qu'on ne peut pas effectivement être d'une grande aide aujourd'hui, ça peut parfois être justement aidant pour le patient de se sentir simplement accepté dans sa souffrance, plutôt qu'interdit dans cette souffrance en disant tu n'as pas le droit d'aller mal. Dans le même ordre d'idées, banaliser. Banaliser la souffrance, comme on l'évoquait, c'est assez proche du premier point, mais c'est quand même un peu plus spécifique. Banaliser, c'est dire à l'autre, tu n'as pas les ressources, tu n'es pas capable, c'est pas grave ce que tu vis. Pensons à un chagrin d'amour qui peut conduire à une dépression, parce que c'est une déception de quelqu'un d'autre, d'un comportement d'autrui, du comportement de quelqu'un qui a compté pour nous. Dire que c'est pas grave, que c'est banal, une de perdue, 10 de retrouvée, entend-on parfois. C'est dramatique évidemment pour un patient déprimé d'entendre ça. Lui, dans sa souffrance, il a simplement l'impression qu'il n'y a pas droit. Quand on banalise la souffrance de quelqu'un, on lui signifie simplement qu'il n'a pas le droit d'aller mal, ce qui ne fait que dégrader un peu plus son état. Un dernier point qu'on constate souvent, c'est cette tendance qu'a l'entourage de proposer des solutions, de faire à la place. Cette prise en charge, un peu comme on l'évoquera sans doute dans une autre vidéo, comme on la rencontre dans le cas des problématiques de l'ordre des troubles anxieux, les phobies par exemple, où on fait à la place de quelqu'un qui a peur. Dans le cas de la dépression, c'est un peu la même chose, on va faire à la place. Donc on va dire à la personne qu'on peut être là pour elle, qu'elle peut compter sur nous, mais on lui rappelle tout à fait son incompétence, évidemment, à elle-même faire les choses. Donc faire à la place, c'est quelque part rappeler à la personne qu'elle est invalide aujourd'hui dans ses comportements, ce qui sans doute n'est pas le meilleur message à faire passer. Voilà, donc j'ai pointé ici quelques écueils qu'on constate chez la personne, dans le chef de son entourage. Une vidéo peut-être plus spécifique sera ultérieurement mise en ligne sur comment essayer de justement se comporter d'une façon plus adaptée. Ici, on a plutôt pointé du doigt les comportements qui n'étaient pas aidants. Je mettrai probablement bientôt en ligne une vidéo qui traitera davantage de la manière alors de réagir avec une personne de son entourage qui est déprimée, et peut-être aussi de stratégies que l'on peut adopter par rapport à soi-même pour s'aider. Encore une fois, les vidéos que j'espère en tout cas vous aurez le plaisir de découvrir ne peuvent aucunement remplacer l'approche menée auprès d'un professionnel de la santé mentale, mais je l'espère pourront en tout cas vous donner quelques pistes et peut-être, qui sait, vous aider à accélérer un processus de changement. Voilà, c'est un modeste vœu en tout cas que je fais. Je terminerai en précisant que la manière de traiter une personne déprimée, on a parlé de l'importance de l'entourage, n'est pas forcément toujours facile, dans la mesure où on ne peut pas inviter tout l'entourage en thérapie. Donc on va aider plutôt la personne déprimée à elle-même autrement rentrer en relation,
avec les personnes avec lesquelles elle vit ou avec lesquelles elle est amenée à travailler. Donc, on peut modifier ses interactions avec l'entourage sans forcément rencontrer l'entourage. En tout cas, dans un premier temps, c'est comme ça que l'on essaiera de procéder. Voilà, pour terminer, je dirais évidemment qu'il ne s'agit pas de déconsidérer les approches plus traditionnelles, plus psychiatriques. Notre approche est un peu plus homéopathique, si on peut la qualifier ainsi, plus douce, et peut, par expérience, se révéler dans pas mal de cas de dépression suffisante pour aider la personne à retrouver une vie raisonnablement confortable. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, rendez-nous visite, à très bientôt.